bonjour, je suis Rachid Bouchareb, je viens de réaliser un film qui s'appelle Nos Frangins, qui était dans la sélection officielle à Cannes cette année, qui revient sur des événements qui se sont passés en 1986, en décembre 86, donc qui évoque toutes les grandes manifestations d'abord en toile de fond contre la loi de Vaquet, hein, qui était l'idée du gouvernement à l'époque de réformer les universités. Et pendant tout ce moment de grands mouvements d'étudiants, il s'est passé dans cette nuit du 6 décembre deux jeunes garçons, un dont l'histoire est très connue, qui est Malik Oussekine, qui a donc été tué par des voltigeurs dans le quartier latin, et un autre garçon qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Abdel Ben Yahya et qui raconte aussi le meurtre de ce jeune Abdel par un policier qui était ivre en banlieue à Pantin. J'ai envie de parler d'un sujet. Donc ce sujet-là, bien sûr, il m'a marqué comme beaucoup de gens à l'époque, hein, des centaines de milliers, on peut dire des millions de Français, en 86, hein, ce qui s'est passé pour Malik Oussekine. Et donc ça, moi, à l'époque, j'ai fait partie de cette grande émotion nationale après ce qui s'est passé, la mort de Malik. Donc ça s'est intégré profondément en moi. Mais j'ai su assez rapidement, quand je dis assez rapidement dans le temps, que c'était un sujet que j'aborderais au cinéma. Mais voilà, il y a la vie tous les jours, en tout cas professionnelle, et même sa vie personnelle. On décide que c'est pas l'heure, et puis le sujet se sort de la tête, et puis arrive comme là, il y a 2 ans, l'idée, ou il y a 3 ans, d'y aller. Absolument. Parce que moi, je savais qu'il y avait eu l'assassinat d'Abdel Ben Yahya, donc je savais. Et donc, les deux sont mêlés. Parce que même d'un point de vue de l'histoire historique, le gouvernement était gêné d'avoir 2 jeunes garçons du même âge qui ont perdu la vie la même nuit. Donc, il a fallu gérer ça, donc mettre de côté Abdel ce soir-là et dans les jours qui ont suivi pour amoindrir cet énorme scandale qui a ému toute la France, parce que c'est quand même des millions de gens qui sont sortis pour manifester leur révolte, quoi, et qui ne voulaient pas accepter ce qui s'est passé. Mais Abdel est resté un peu, même beaucoup plus qu'un peu, dans l'ombre. La famille Oussekine, elle était beaucoup moins, en tout cas pour un de mes personnages, avoir envie d'aller réclamer justice avec force, et on sent qu'ils sont effectivement classés socialement dans une autre catégorie. La famille d'Abdel, ils vivent en banlieue, ils ont effectivement le respect et aussi la peur de la police. Ça compte beaucoup parce que moi, je suis issu de parents immigrés. J'ai vécu dans la même banlieue que celle d'Abdel. Donc, je sais très bien quelles auraient pu être les réactions de mes parents si on leur dit vous attendez, on vous donnera des nouvelles. Si la police leur dit attendez, on vous donnera des nouvelles dans 2 jours. Il y a l'idée effectivement d'attendre, de respecter. Il y avait entre le respect de la police et la peur de la police. C'était mélangé entre les deux. Donc, et moi, je me souviens que mes parents me disaient toujours, voilà, de bien se comporter, de faire attention, de jamais être mêlé avec des choses avec la police et tout. Donc, je sais que si on avait dit à mes parents, si vous voulez des nouvelles de Rachid, bon, bah, vous en aurez, mais vous patientez. Et c'est tout. Donc, eux, ils ont accepté ce destin et d'obéir à ça.
Par contre, de l'autre côté, on a une famille beaucoup plus prête à livrer un combat, ce qu'ils ont fait avec l'administration, la police, le gouvernement, pour demander des explications de ce qui s'est passé et même de prendre un avocat qui, à l'époque, était un avocat très connu, qui était Kejman. Je me suis dit, comme vous avez dit tout à l'heure, comme tu as dit tout à l'heure, pardon, cette simplicité de récit. Je me suis dit, je vais aborder un film qui se passe sur 3 jours. Voilà comment on va se comporter à partir de ce qui m'est des recherches, des lectures que j'ai faites. Et je me suis dit, voilà, je vais raconter cette histoire très simplement. Voilà, on vous dit d'attendre, on attend. Donc ça, c'est pour la famille d'Abdel. Et une autre famille qui veut en savoir plus et qui est plus dans l'action de la recherche et d'une prise d'initiative. Voilà, ils sont plus dans l'action et ils veulent des réponses tout de suite et ils livrent tout de suite un combat. Donc c'était assez simple à écrire. Le plus difficile, c'était de mettre, c'est-à-dire de faire un film qui soit aussi dans la retenue, dans l'émotion de ce que vivent, dans l'inquiétude, l'émotion de ce que vivent les personnages. C'est ça qui a été le plus difficile. Et puis vraiment, ça pouvait, à travers les acteurs, à travers les séquences qui ont été écrites, de développer ça pendant le tournage. Et pendant le tournage, j'ai développé avec les acteurs tous les temps de respiration qu'il faut, toute l'inquiétude intérieure. Voilà, ça a été beaucoup un travail avec les acteurs. Ce qui a été compliqué, c'était surtout d'intégrer toutes les archives du film et la reconstitution des archives. Parce qu'il y avait des archives manquantes que nous avons donc reconstituées avec des caméras de l'époque qu'utilisait la télévision. On est dans ce mélange. Ça a été le plus dur à trouver cette narration. J'avais écrit archives, les dates, les heures, mais après, il a fallu au montage raconter l'histoire du 3e acteur du film. Il y a 2 familles et il y a le peuple français qui vit ça pendant ces 3 jours. Et ça, je ne voulais pas le raconter à travers un groupe de personnages qui aurait été aussi le témoin de ça et qui voulait exprimer sa révolte, le jeune étudiant, les étudiants, le peuple français. Et ça s'est construit au montage d'intégrer le 3e personnage à travers les archives. Par exemple, quand on arrive à la Sorbonne, quand la Sorbonne est occupée par les étudiants, on a les images de l'extérieur filmées par des journalistes, mais tout l'intérieur. Et donc, je voulais que ce 3e personnage qui est l'archive et qui est les étudiants, l'émotion du peuple français, sa révolte, soit à un moment déployé. Donc, il a fallu tourner l'intérieur de la Sorbonne où la télévision n'avait pas accès à l'époque. Mais nous, on s'est permis d'aller filmer à l'intérieur le mouvement étudiant et puis aussi la descente de police pour donc expulser tous les étudiants de la Sorbonne. Donc souvent, on s'est retrouvé par manque d'archives d'aller les reconstituer et de tourner des scènes, des voltigeurs dans les rues de Paris, des actions là et là, les occupations d'universités. Non, pas du tout, parce qu'on n'a pas eu accès non plus à tous les dossiers judiciaires pour aller de l'autre côté, quoi. C'est un peu la difficulté. Donc là, je me suis dit, bon, effectivement, dans cette même nuit, c'est évident que la police des polices, elle a dû intervenir dans les 2 affaires. La première et la seconde, qui est Abdel et Malik. Et forcément, si tout là-haut, on demande de mettre de côté l'affaire d'Abdel, toutes ces informations, à mon avis, ont dû redescendre en bas. Et puis la gestion, elle a été faite par un petit groupe par rapport un peu aux 2 affaires, surtout la seconde, qu'il faut escamoter pendant un moment. Donc je me suis dit, et les 2 ont dû être liés directement. Donc pour faire ça,
j'ai pris un personnage d'enquêteur qui va donc démarrer en banlieue parce que Abdel Ben Yahya a été tué avant dans un bar à Pantin et qui va après nous faire le lien avec la seconde affaire qui s'est passée quelques heures après dans le quartier latin. C'était beaucoup plus simple pour moi de raconter l'itinéraire de cet enquêteur qui est aussi sous pression. J'ai fait le choix quand même qu'à travers ces personnages-là, comme lui, l'humanité, elle soit présente, quoi, ce qui est la réalité des individus, de ce qu'on est, quoi. Hein, si on n'est pas un morceau de pierre, on va ressentir la douleur des gens, on va être aussi par moments touché par de jeunes garçons qui sont morts. Et puis, on a imaginé qu'une enquête, elle pouvait être faite avec des pressions, avec des choses comme ça, quoi. Ça, c'était... mais c'était surtout pour amener ce personnage à vivre un peu les mêmes choses pas les mêmes choses complètement, mais être très humain, être très humain. Et ça m'intéressait plutôt d'aller là pour mettre un peu un peu d'espoir aussi pour le futur et pas seulement pour le futur, mais de dire que on peut être comme lui un enquêteur et être aussi touché par ce qui se passe et puis se retrouver dans un système qui a décidé qu'il fallait opérer de cette façon et qui était la mauvaise décision et d'être obligé d'appliquer les ordres. Reda Kateb, Lina Koudry, oui. Samir Ghesmi, avec qui j'avais déjà travaillé ensemble il y a longtemps, qui est venu s'ajouter au casting, mais ça s'est fait. D'abord, j'avais les deux personnages qui étaient donc Reda Kateb, Lina Koudry, et ensuite, il y a eu la réflexion, le travail, les idées de directeur de casting aussi pour Raphaël, que je ne connaissais pas. Hein. J'ai été absent pas mal d'années en France, donc je ne connaissais pas ce garçon ni son travail, mais ça a été une découverte formidable. Et donc, il s'est tout de suite, quand je l'ai vu, il s'est imposé très vite, ça s'est fait. Hein. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avant de choisir Raphaël. Donc, et puis après, Adam, c'est pareil. Lui, il a fallu faire un casting. Comme le personnage de Malik, il a une présence dans le film comme ça en pointillé, mais il fallait surtout qu'il dégage à partir de son visage, de ce qu'il ressent, de ses gestes. C'était un garçon il fallait que je trouve quelqu'un qui parle avec le corps, pouvait exprimer un jeu, voilà, et communiquer une émotion au spectateur. Et donc ça a pris du temps. Je ne dirais pas qu'ils étaient idéaux parce que j'ai appris aux États-Unis. Quand je dis aux États-Unis, oui, c'est vrai, quand j'ai fait un film aux États-Unis avec Forest Whitaker, Harvey Keitel et Brenda Blethyn, j'ai vu qu'aux États-Unis, on ne se prend pas trop On sait qu'on est prêt, parce qu'il m'est arrivé des mésaventures sur lesquelles, par exemple, j'ai perdu un des acteurs principaux un mois avant. Et c'est là où j'ai compris que dans le système américain et dans le casting, j'avais une directrice de casting, il y a toujours un autre acteur idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas un film. La décision à un mois du tournage, c'était... j'avais, par exemple, c'était Robert Duval qui devait jouer le personnage ça s'appelle La Voix de l'ennemi, qui est une adaptation de Deux hommes dans la ville. Et c'est Robert Duval qui devait jouer donc le rôle de Jean Gabin. Et puis finalement, un mois du tournage, d'accord, il faut s'en passer. Alors est-ce que le film continue ou il ne continue pas? Et c'est là où j'ai compris que aux États-Unis, c'est pas la catastrophe. Il y a toujours un acteur idéal. Il y a toujours un Denzel Washington qu'on va trouver. Donc j'ai appris ça. J'ai appris que c'est formidable de choisir des acteurs avec qui on se sent très très bien dès le début, mais s'il y a une catastrophe, pour X raisons, hein, j'ai appris qu'il ne fallait pas paniquer et que je trouverai un autre acteur, mais il faudra aller dans une direction différente avec lui. Parce que c'est ça
qui se passe. On peut remplacer une personne par une autre. Je savais que, exemple, Robert Duval, c'était ce tempérament-là. C'est comme ça que je m'étais fait une idée de lui. Harvey Keitel, c'est un autre tempérament après l'avoir rencontré. Voilà. Donc, on prend tout d'un coup, on a un travail qui a pris une déviation. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Le titre, il m'a été finalement soufflé par la chanson de Renaud, qui s'appelle Petite, qui est au générique du film. Et je me suis dit, parce que j'avais écouté, je me suis dit, cette chanson, elle sera dans le film. Et puis, je me suis dit, mais Nos Frangins, c'est effectivement les 2 millions de personnes qui sont sorties en France pour crier leur colère, c'est pour parler de leurs frangins, c'est-à-dire Malik, puis après Abdel, et un peu Abdel aussi en même temps. C'était ça le titre. Je me suis dit, ah non, je ne peux pas revenir à la morgue de la même façon, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas trouver je vais pas trouver d'énergie et créative, en tout cas. Je ne trouverai pas d'idée à revenir avec seulement on soulève un drap, on montre un corps et on dit oui ou non. Et puis à l'intérieur de ça, je dois faire intervenir les personnages. Je me suis dit, bah, la morgue, pour moi, ça ne va pas être l'endroit où on garde les corps, ça va être l'endroit où il y a un griot qui vient d'Afrique, qui est le témoin silencieux et qui en même temps va assister à tout, mais il ne va jamais déranger les intervenants puisqu'il n'existe pas à leurs yeux. Pour moi, c'était aussi de dire voilà ce que représentait aussi l'immigration à l'époque pour les autorités, même si on est à peu près dans la même chose aujourd'hui. Mais très souvent, et c'était ça pour moi en rapport avec la famille Ben Yahya, c'était la grande majorité en France, on demande à, bon, voilà, vous êtes invisible, vous n'existez pas. Donc, lui, c'est un griot qui utilise sa culture pour parler aux morts, mais en même temps, il est le témoin de tout ce qui passe, il entend tout, mais ça ne dérange pas ceux qui représentent l'autorité de parler des trucs, des combines et tout. Bon, bah, lui, il est là, mais il n'existe pas à leurs yeux. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que lui devienne un fantôme dans la mort. Je sais une chose, qu'avec lui, comme les autres acteurs, tout est possible. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais amené Reda, par exemple, puisqu'on parle de lui, et il ne m'a jamais amené à me limiter, à me dire avec lui, je ne peux pas faire ça. Avec lui, je ne peux pas faire ça. Avec lui, je ne peux pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une liste de contraintes. Il y a des acteurs avec qui ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai cherché à chaque fois à passer. Mais je me dis, mais ça peut être une difficulté si on sait qu'il y a des contraintes et il y a des choses qui ne seront pas possibles. Mais avec Reda, ça n'a pas du tout été le cas. Pas du tout, comme avec les autres acteurs. C'est important quand les gens, le public qui a vu le film, hein, que j'ai croisé, qui me disait, bon, bah, c'est un film qui se passe il y a 36 ans, mais on a l'impression qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas complètement maîtriser. C'est-à-dire que moi, je fais un film qui se passe 36 ans avant. Et mon seul travail, c'est d'essayer de faire une reconstitution à laquelle on croit et qui se passe 36 ans avant, mais je me focalise sur les familles, sur les émotions, sur tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que le public pense de ce film. Et tous m'ont dit, mais on a l'impression que c'est un film d'aujourd'hui. Donc ça a été pour moi une bonne chose à entendre parce que j'étais focalisé sur d'autres choses dans le film, tout en racontant aussi et en dénonçant et ce qui s'est passé il y a 36 ans. Ça me plaît d'aller dans un festival
comme à Angoulême, ou que les gens aiment beaucoup, parce que, bon, je suis jamais allé, mais à chaque fois que ce soit le dernier qui m'en a parlé, c'est Reda, c'est formidable. Et puis plein de gens, en tout cas, le cinéma français s'est ancré à Angoulême beaucoup plus qu'autre part. Donc Angoulême, et à chaque fois on me dit, mais c'est formidable et tout, et il y a tout le monde qui est là. Et la francophonie, elle est toujours là, même si on fait des films au bout du monde, comme ça a été le cas pour moi, mais c'est toujours à travers la langue française que je travaille. C'est-à-dire que j'ai toujours un interprète avec moi qui va me traduire l'américain, mais il va passer par le français. Et moi, je vais utiliser des mots en français pour dire aux acteurs ce dont j'ai envie et vers où il faut aller. Donc la francophonie, elle est toujours là. Et puis j'ai un regard de francophone, donc je ne pourrais rien changer, même au bout du monde. Donc c'est toujours présent. Et on a toujours envie de glisser une chanson française, deux mots dits par un acteur, une image en fond de décor où il y a écrit bonjour. Voilà ce que je veux dire. On est toujours alerté, que ce soit au Nouveau-Mexique, où on trouve un décor où il y a écrit là, voilà, ou un, un peu ces slogans qu'ont les Américains, hein, I love Paris. Voilà, c'est toujours présent, voilà, ça nous mobilise toujours. Et j'ai toujours besoin de la langue française pour aller dire ce que j'ai envie de dire aux acteurs qui sont étrangers, qui ne parlent pas le français en tout cas. Je filme parce que il existe Abdel Benyaya, Malik Oussekine, quoi d'autre pour indigènes, pour tous ces gens. Je parle de ça comme pour d'autres choses parce que il y a eu telle ou telle histoire qui sont universelles, qu'on partage tous, qui nous touchent tous et qui donnent envie de filmer, quoi. Ça part toujours de là pour moi. C'est-à-dire, est-ce que dans tel sujet, même s'il est historique ou important comme il a été Malik Oussekine et Abdel, qu'est-ce qu'il y a où on peut ne pas être piégé par l'histoire avec le grand H et revenir à l'individu tout simplement que chaque spectateur du bout du monde va pouvoir ressentir voilà, le drame, la peine, la joie. Voilà, c'est pour ça que je filme moi. Sinon, je vois pas d'intérêt en ce qui me concerne.